Le Japon attaque la Chine. À l'aube du 7 décembre 1941, l'aviation japonaise attaqua la base navale américaine de Pearl Harbor à Hawaï. Cette attaque propulsa les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale et modifia profondément le cours de l'histoire contemporaine. « 25 ans auparavant, le Japon faisait partie des nations alliées victorieuses de la Première Guerre mondiale. Pendant que les nations de l'Ouest s'affrontaient au cours de terribles batailles en Europe, les forces japonaises s'emparaient de Tsingtao, un port de Chine d'importance majeure pour les Allemands. Les troupes japonaises s'emparèrent également des îles Marianne, Marshall et Caroline dans le Pacifique central. Elles opérèrent même en Méditerranée. Par le traité de Versailles, le Japon reçut les îles prises pendant la guerre. Désormais, le Japon faisait partie des grandes puissances du XXe siècle, alors qu'il n'était devenu une nation que 50 ans auparavant. En 1868, le shogunat Tokugawa avait été renversé, et avec lui ses règles féodales, ce qui entraîna l'année suivante le retour au pouvoir d'un empereur après 250 ans d'interruption. Le Japon pouvait maintenant débuter la modernisation de son économie, essentiellement rurale, et enfin s'ouvrir au reste du monde. La guerre sino-japonaise de 1895 donna au Japon le contrôle de la Corée et de Formose. En 1904, le Japon utilisa la Corée comme point de départ d'une guerre contre la Russie. La victoire japonaise, pour l'essentiel, due à l'emploi d'armes et de tactiques glanées auprès des puissances occidentales, a ouvert la voie à la Première Guerre mondiale. Masao Hirakubo, lieutenant de l'armée japonaise de 1943 à 1946, désormais membre du mouvement de réconciliation. Depuis sa restauration, toute la modernité du Japon était héritée des Britanniques. En effet, à cette époque, la Grande-Bretagne protégeait le Japon, en particulier pendant la guerre contre la Russie. Les équipements de sa marine, ses navires et son artillerie étaient fabriqués à Newcastle. Et tous les fonds pour ces dépenses militaires avaient été collectés à Londres. Au début des années 20, l'Empire japonais se réduisait à Formose, la Corée et les îles du centre du Pacifique. Mais peu à peu, les relations entre le Japon et la Grande-Bretagne se tendirent et en 1920, le traité d'amitié fut rompu. Robert Cregee, fils de Sir Robert Cregee, ambassadeur britannique au Japon. Les Japonais furent profondément offensés par la décision incompréhensible de mettre un terme, sous la pression des Américains, à l'alliance anglo-japonaise. Le Japon pensait avoir mérité d'être reconnu par les puissances occidentales en tant qu'allié loyal, après avoir escorté les navires britanniques pendant la Première Guerre mondiale. Il fut profondément choqué de se voir rejeté ainsi par son allié anglais. Le traité naval de Washington de 1922 avait été écrit pour stabiliser la situation mondiale. Cependant, il exigeait un ratio de respectivement 5, 5 et 3 pour les principaux navires britanniques, américains et japonais. Ian Nish, professeur émérite d'histoire internationale, École d'économie de Londres. Ces chiffres étaient rationnellement dictés par le fait que les marines américaines et anglaises avaient des responsabilités à l'échelle mondiale, alors que les Japonais n'avaient de responsabilité navale que dans le Pacifique.
À Washington, cette idée fut réfutée par les professionnels de la marine, mais les civils avaient pris la main et le traité fut ratifié ainsi. Ce traité conduisit au désarmement de nombreux navires de gros tonnage. D'autres, en cours de conception ou de construction, furent quand même achevés, mais laissés inachevés ou bien transformés en porte-avions. La ligne directrice des Japonais en 1920 était la modernisation. C'était la même que celle qui guidait alors le Japon sur la voie d'une industrialisation poussée. L'infrastructure du pays, en particulier dans les villes, se développait de façon extensive. Un des derniers vestiges du Japon féodal était le maintien de plusieurs systèmes monétaires. Une monnaie nationale vit le jour pour améliorer le système financier et renforcer l'unité nationale. Se combinant avec une alphabétisation en progression, ces réformes financières permirent une rapide expansion des méthodes commerciales modernes, ouvrant au Japon les portes du marché mondial. Le développement rapide d'un réseau téléphonique accéléra le processus. Les moyens de communication classiques furent améliorés par un programme de construction de lignes ferroviaires et la création de métros dans certaines villes comme Tokyo. Les villes japonaises se transformaient à grande allure, mais restaient un curieux mélange d'héritage du passé et de modernisme. En 1924, les États-Unis émirent de nouvelles règles qui régulaient l'arrivée des émigrants venant de l'Orient. Yan Nish. L'effet des nouvelles règles d'immigration de 1924 fut considérable, mais ce n'était qu'un des nombreux facteurs qui démoralisèrent le gouvernement japonais au début de cette décennie. Le facteur principal fut la crise d'après-guerre. L'économie japonaise avait bien fonctionné pendant le conflit, mais connut ensuite une sévère crise. D'autre part, en 1923, eut lieu le plus grave tremblement de terre que le Japon eut à subir. Tokyo et Yokohama furent très durement touchés. C'est au même moment que le décret d'exclusion, qui concernait principalement la Californie, où de nombreux ressortissants japonais résidaient, prit effet. Les Japonais tentèrent de convaincre le gouvernement américain à Washington d'en empêcher l'application. Je pense que le gouvernement américain avait de la sympathie pour le Japon. Mais dans le même temps, n'était pas assez fort pour s'opposer à la volonté du législateur californien. Le Japon avait dirigé la Corée comme une colonie à partir de 1910 et occupait la région de Port Arthur en Chine depuis 1905. De ces deux emplacements continentaux, le Japon couvait du regard les vastes territoires au nord de la Chine. Les ambitions japonaises ont été révélées dans le soi-disant plan Tanaka, présenté en 1927 par les Chinois, qui prétendaient qu'il émanait du général Tanaka, alors Premier ministre du Japon. D'après ce plan, le Japon prévoyait d'étendre son autorité dans un premier temps dans les zones riches en minerais du nord-est de la Chine, puis de s'emparer du reste de la Chine en raison de ses riches ressources en main-d'œuvre. Le Japon viserait ensuite l'Asie du Sud-Est et les ressources en pétrole des Indes orientales, le caoutchouc et l'étain de Malaisie et le riz de Thaïlande.
Une fois l'Asie du Sud-Est conquise, le Japon prévoyait d'avancer vers l'Ouest et la Birmanie pour s'emparer des riches possessions britanniques en Inde et du pétrole irakien. D'autres offensives devaient aussi se diriger vers le sud par les Philippines et l'Asie du Sud-Est pour s'emparer de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. La phase finale d'expansion, telle qu'annoncée dans le plan Tanaka, montrait le Japon se tourner vers l'Est et s'implanter au nord et au sud du Pacifique jusqu'aux États-Unis. Ensuite, le puissant empire japonais devait continuer à s'étendre par une série de conflits militaires contre l'Inde, les États-Unis, la Russie et la Nouvelle-Zélande. Le plan Tanaka de 1928 fait vraiment débat, car on doit se souvenir que les années 20 et 30 sont aussi celles du docteur Goebbels. En d'autres termes, la propagande d'État faisait partie des méthodes utilisées pour retourner l'opinion publique. Et bien sûr, au Japon, tout comme dans les nations européennes, où le taux d'alphabétisation était élevé, l'opinion publique était une donnée cruciale. Maintenant, je pense qu'il est juste de dire que si les Japonais ont beaucoup investi en propagande, les Chinois en ont fait encore plus. Ils ont prétendu que le plan Tanaka provenait d'une fuite du gouvernement japonais, dont ils étaient entrés miraculeusement en possession. À ce jour, les Japonais ne sont pas parvenus à présenter un document qui pourrait s'apparenter à ce que les Chinois ont présenté comme plan Tanaka. Tanaka, bien sûr, était Premier ministre du Japon et, en tant qu'ancien général, avait sans doute des idées proches. Mais aujourd'hui, ce plan est considéré comme un faux par les historiens japonais. Une partie de ce document s'appuyait sur des informations qui auraient pu entrer en possession des Chinois. Mais il n'y a pas trace au Japon d'un plan global qui s'apparente à celui présenté par les Chinois à l'époque. Ce plan Tanaka a eu un impact profond sur la vision que les Américains avaient de l'expansionnisme japonais. Pendant la guerre, il allait être utilisé pour leur propre propagande. Lorsque les orangeraies de Californie et les champs de coton d'Alabama feront partie de l'empire japonais, lorsque les usines de Los Angeles et de Détroit produiront pour la machine de guerre japonaise, alors le reste du monde tombera comme un fruit mûr entre les mains japonaises. Il n'en est pas moins vrai que la volonté du Japon était de s'étendre par la mer. Pendant les années 20, la marine japonaise revendiqua que certaines nobles responsabilités incombant au Japon justifiaient de mettre la leur sur un pied d'égalité avec les autres marines. Ce fut annoncé dans un premier temps à la conférence navale de Londres en 1930 et fut également mis en avant lors des conférences de 1935-36. Ensuite, comme les autres puissances ne semblaient pas enclines à offrir cette égalité, les Japonais quittèrent la conférence et de fait ne se trouvaient plus limités dans leur production. À partir de 1937, ils étaient libres de construire sans limite. La première importante étape d'expansion de l'Empire fut la Chine, deuxième pays le plus vaste au monde après l'URSS. La Chine attirait les Japonais pour ses matières premières et sa forte population qui pouvait servir de main-d'œuvre, mais aussi de marché pour les biens japonais. La Chine était mal préparée pour résister à l'agression japonaise.
Par bien des aspects, la Chine n'avait de nation que le nom. Il s'agissait en réalité d'un ensemble de populations, de cultures et de langages différents, souvent sous la coupe de chefs de guerre indépendants. La création de la Chine moderne ne débuta qu'en 1911 avec la chute de la dynastie des empereurs mandchous et la proclamation d'une république. Sun Yat-sen était le plus capable des chefs de la jeune république. Il lança un ambitieux programme destiné à unifier et moderniser la Chine. L'éducation était la priorité première. Les ressources locales devaient être développées et modernisées, et les étudiants les plus capables être envoyés en Europe ou aux États-Unis pour étendre leur horizon. Un programme de rénovation urbaine fut ensuite lancé sous les auspices de jeunes architectes issus du programme de formation. Tout fut mis en œuvre pour développer les sciences et les techniques. Sun Yat-sen décéda en 1925. Chiang Kai-shek lui succéda. La priorité de Chiang fut d'unifier la Chine en brisant les chefs de guerre et leurs vassaux. L'industrie ancienne ralentissait l'économie autant que les réseaux de transport mal adaptés. Un effort majeur pour moderniser et étendre le réseau ferroviaire fut lancé, désenclavant de nombreuses régions. Ces changements rendirent possible l'extraction de matières premières négligées jusqu'alors, ce qui permit d'accélérer le développement des bases industrielles du pays. Mais l'armée chinoise restait difficile à moderniser en dépit du grand nombre d'officiers allemands présents et de leur méthode d'entraînement, car de nombreux chefs locaux étaient réticents à l'idée d'intégrer une structure de commandement centralisée. Au Japon, le militarisme et les pressions internes firent de l'expansion vers la Mandchourie une priorité. Une fois les positions assurées dans ce secteur, le Japon pourrait ordonner à son armée d'avancer vers la Mongolie chinoise. Ces plans avaient été préparés grâce au développement régulier des forces japonaises en général et de l'armée de terre en particulier. Tout au long des années 20, l'armée japonaise avait fait progresser ses capacités, ses tactiques, et avait été équipée d'armements modernes, en particulier de blindés. La méthode japonaise pour atteindre ces objectifs était basée sur l'occupation de positions clés contrôlant les principales voies ferrées. Ceci permettait de les utiliser ensuite pour pénétrer au cœur de la Mandchourie. Le 19 septembre 1931, les Japonais prétendirent que les Chinois avaient attaqué une ligne de chemin de fer contrôlée par le Japon, reliant Port-Arthur à Mukden. Un rail et 2 éclisses avaient été seulement endommagés. Bien préparés, les Japonais lancèrent leurs meilleures unités blindées basées en Mandchourie à l'attaque de l'armée chinoise à Mukden et dans d'autres cités. Les troupes japonaises parvinrent à franchir la frontière coréenne pour foncer en Mandchourie. Cette armée puissante pénétra profondément au cœur de la région, repoussant les forces chinoises incapables de résister. Profitant des divisions au sein de l'armée chinoise, les forces japonaises prirent le dessus et s'emparèrent de nombreuses villes et cités, contrôlant finalement toute la Mandchourie. Masao Irakubo. Le Japon s'appuyait sur une forme de confiance en soi et de volonté de ne pas dépendre d'autres pays afin d'agir en toute indépendance. Dans un premier temps, il mit très facilement la main sur la Mandchourie afin d'en exploiter les ressources. Nous avons connu une importante migration des cultivateurs japonais vers cette région. Et très vite, les cultures s'intensifièrent
et les productions augmentèrent. Celle du soja, mais aussi celle des mines de fer et de charbon. C'était très important pour l'industrie japonaise et les militaires du gouvernement qui devinrent de plus en plus confiants et de moins en moins dépendants d'approvisionnements extérieurs. Le 18 février 1932, les Japonais tentèrent de justifier leur intervention en déclarant l'indépendance de la Mandchourie. Le nouvel État était supposé être dirigé par Fangui, déchu du trône chinois en 1911 et dernier empereur de la dynastie mandchoue. Les actions japonaises furent unanimement condamnées par les puissances occidentales et par le secrétaire d'État Henry Earl Simpson en premier lieu au nom des États-Unis. Instaurée après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations envoya une commission d'enquête de 5 personnes dirigée par le Britannique Lord Dilton et le général américain Frank McCoy. Les constats furent sans appel. Nous avons découvert que l'occupation japonaise dans cette importante partie de la Chine n'était absolument pas justifiée par la légitime défense et que le nouvel État qui a été instauré était bien plus un protectorat japonais que le résultat de l'autodétermination des Mandchous. À Genève, le rapport de Lytton fut ratifié par la Société des Nations. À son Excellence, M. Matsuoka, délégué du Japon. I call on His Excellency, M. Matsuoka, delegate of Japan. Il est de notoriété publique que la politique du Japon est fondamentalement inspirée par un désir indéniable de garantir la paix en Extrême-Orient et de poursuivre le maintien de la paix dans le monde entier. Le Japon déclare donc qu'il lui est impossible d'accepter le rapport adopté par cette Assemblée. Le 27 mai 1933, le Japon se retira de la Société des Nations qui se révéla alors être une organisation impuissante. Cet acte peut être considéré comme la fin effective de la première tentative mondiale d'instaurer une sécurité collective et comme le feu vert accordé aux autres pour de nouvelles conquêtes territoriales. Pendant ce temps, le Japon consolidait ses positions en Chine, s'emparant des lignes ferroviaires chinoises et poursuivant le développement de réseaux régionaux. Ceci lui permit de bénéficier de liaisons stratégiques afin de déplacer ses troupes rapidement en vue de nouvelles opérations militaires. Cette politique de développement des communications facilita aussi l'arrivée de l'équipement nécessaire pour le développement d'une industrie locale à proximité des ressources de matières premières dont le Japon était dépendant. Dès mars 1935, le Japon avait un contrôle total du réseau ferroviaire mandchou. La première phase du plan pour la domination de l'Asie par le Japon était terminée. Au sud de la Mandchourie se trouve la Chine proprement dite, avec ses grandes étendues pleines de riches fermes et ses matières premières, indispensables au développement de la prospérité japonaise. Désormais consciente de la menace, la Chine boycotta les marchandises japonaises. Le Japon répliqua par de violents bombardements navals et par l'occupation de la ville de Shanghai qui fut ensuite reprise par l'armée chinoise. Entre janvier et mars 1933, les forces japonaises s'emparèrent de la province de Jeol en Mongolie sous prétexte que, selon les revendications japonaises, Jeol faisait partie intégrante de la Mandchourie. En 1933, la Chine savait que sa géographie, ses lignes de défense et son peuple ne pouvaient pas espérer empêcher la progression des Japonais qui avaient maintenant de nouvelles ambitions territoriales. Les conquêtes japonaises en Asie doivent être comprises comme la matérialisation d'une tendance mondiale bien plus large.
L'émergence d'un État autocratique militariste n'était pas un phénomène uniquement japonais. Vers la fin de 1922, le premier État fasciste fut instauré en Italie par Benito Mussolini. Au cours de 2 années de terreur, les fascistes avaient consolidé leur emprise sur l'Italie. Plus au nord, un processus similaire en Allemagne voyait la montée du parti nazi. Sous la direction d'Adolf Hitler, ce parti s'empara du pouvoir en 1933. Il commença immédiatement à transformer l'Allemagne en un pays au parti unique avec de grandes ambitions territoriales. Le Japon n'avait pas spécifiquement un gouvernement militaire, mais l'armée et la marine étaient de fait des États dans l'État. Ces 2 armées dictaient largement la politique intérieure. Le Royaume-Uni, avec beaucoup d'appréhension, observait sur son territoire le soutien populaire aux mouvements tels que celui des chemises noires de Sir Oswald Mosley. Alors que tout le monde me dit qu'Hitler, c'est le mal, j'ai personnellement un autre point de vue. En France, existait aussi un mouvement d'extrême droite qui causait de grandes inquiétudes au gouvernement par sa violence et son antisémitisme. L'océan Atlantique n'était pas un obstacle pour l'expansion d'une politique d'extrême droite. D'importants rassemblements inspirés du nazisme se tenaient dans la rue ou au Madison Square Garden de New York. Ils étaient soutenus par des fonds américano-allemands et par les politiciens de l'Allemagne nazie, dirigés par Fritz Kuhn. En Amérique même, les opposants étaient traités dans la rue de la même façon qu'ils l'étaient en Allemagne, par les brigades du parti nazi. Tous ces mouvements d'extrême droite trouvaient leur source dans la récession économique du moment qui sévissait dans le monde. Le président américain Franklin Roosevelt lança son programme, baptisé New Deal. La loi permettait de rééquilibrer les droits des employeurs et ceux des salariés. Un important programme de construction civile permit à beaucoup de chômeurs de trouver du travail. Ces programmes d'infrastructure créèrent des emplois et dotèrent les États-Unis de nouvelles routes, de ponts, d'écoles et même de barrages faisant fonctionner des centrales hydroélectriques. Du côté pacifique, le Japon était dirigé en apparence par un parlement. En réalité, c'était une parodie de démocratie car les milieux d'affaires et les militaires contrôlaient tout. Progressivement, pendant les années 30, la puissance politique japonaise tomba dans les mains des militaires au détriment du Parlement. Les différents cabinets étaient entre les mains de personnalités d'extrême droite, ou du moins favorables à l'armée et à la marine. Le processus était le suivant. Si un politicien voulait prendre l'avantage sur ses rivaux, il était forcé de faire alliance avec l'armée ou la marine afin d'assurer son poste. Il y avait une convention qui faisait que la nomination du ministre des Armées et du ministre de la Marine était soumise à l'approbation du haut commandement des 2 armées. Cela signifiait que si un civil était introduit dans le cabinet, il devait avoir l'approbation des militaires, sinon il ne pouvait pas s'occuper des principaux dossiers de son cabinet. Cet état de fait conférait aux militaires une puissance considérable sur les politiciens. Les jeunes officiers de l'armée japonaise étaient différents de leurs homologues de la Navy. Et ces jeunes officiers sortaient du rang et souvent étaient, pour la plupart, issus de familles de paysans ou de fermiers pauvres, c'est-à-dire de ceux qui avaient longtemps souffert de la crise qui s'étala
De 1929 à 1932, lorsque le prix du riz s'était effondré et que de nombreuses familles d'agriculteurs s'étaient trouvées dans des difficultés financières telles qu'ils devaient envoyer leurs filles se prostituer dans les grandes villes. Et de ce fait, ces jeunes officiers étaient souvent très radicaux. De plus, ils vivaient dans un cocon. Ils ne sortaient pas de leur communauté, étaient souvent confinés dans leur baraquement et ne côtoyaient que leurs homologues aux idées souvent proches. Ils étaient persuadés que le Japon devait impérativement s'étendre afin d'accroître son marché pour vivre. Car le Japon, ne possédant pas de matières premières, dépendait fortement de celles provenant de Mandchourie et du nord-est de la Chine. De plus, la population du Japon s'accroissait fortement et le pays était devenu dépendant des importations de riz venues, entre autres, de Thaïlande. L'idée de colonisation et d'expansion en Asie, en Corée et en Mandchourie était donc forte au sein de la population. Le radicalisme politique n'est jamais aussi flagrant que lorsque l'assassinat devient une arme politique. Ultime recours que certains fanatiques et lobbies puissants n'hésitèrent pas à utiliser. L'événement le plus explosif de tout ce processus de droitisation extrême eut lieu le 26 février 1936. Lorsqu'un groupe d'officiers d'un régiment d'élite basé à Tokyo décida d'envahir le siège du gouvernement afin de trouver certains ministres en vue de les assassiner. Ils surgirent dans la résidence du Premier ministre, qui se trouvait ce jour-là au siège du Parlement. Ils rencontrèrent son frère jumeau qu'ils assassinèrent. Strangely enough, they encountered not the prime minister but his brother, who was a Et le twin. Premier ministre déguisé s'échappa de justesse avec le corps de son frère. When the corpse was removed, the prime minister in disguise escaped with the corpse. But I mean, this is the intensity. Cet événement est l'illustration de la détermination de ces jeunes officiers prêts à employer la violence pour imposer ce qu'ils appelaient la révolution Showa. En Allemagne, les nazis consolidaient leur position. En 1936, ils profitèrent de la faiblesse des politiciens britanniques et français pour réoccuper la Rhénanie, détachée de l'Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale. L'Allemagne avait depuis des années commencé en secret à reconstruire ses forces armées en dépit du traité de Versailles. En 1936, l'ampleur de ce plan de réarmement apparut au grand jour. Il incluait la construction d'une ligne de défense fixe dissimulée le long de la frontière à l'ouest. L'Italie de Mussolini échafaudait des plans pour étendre son empire africain. Les Italiens renforçaient leur position en Libye, en Érythrée et en Somalie. L'objectif suivant était l'Abyssinie. Dirigée par l'empereur Haïlé Sélassié, l'Abyssinie était par essence un pays médiéval. Elle n'avait que peu d'infrastructures et une armée totalement sous-équipée, en dépit de la présence d'une mission belge depuis 1928.
En octobre 1935, l'Italie brisa un traité d'amitié vieux de 20 ans et ses troupes pénétrèrent en Abyssinie. Les troupes italiennes balayèrent les troupes abyssiniennes, courageuses, mais aux tactiques inefficaces. Les Italiens firent un large usage d'armes modernes comme les véhicules blindés, le transport motorisé d'artillerie, les avions et des armes automatiques. En mai 1936, la guerre était terminée et 4 jours plus tard, l'Abyssinie était annexée. Bien évidemment, les actions italiennes furent condamnées par la Société des Nations et par pratiquement tous les membres de la communauté internationale. Sans aucune déclaration de guerre et sans aucun avertissement ni justification d'aucune sorte, des civils, dont un grand nombre de femmes et d'enfants, ont été sauvagement assassinés par des bombes larguées du ciel. En dépit d'agressions territoriales répétées par des dictatures, nombreux étaient ceux qui, en Amérique, restaient partisans de l'isolationnisme. Encouragés par l'absence de réaction des puissances occidentales face aux attaques allemandes et italiennes, les Japonais pénétrèrent encore plus en avant dans le nord de la Chine. Ces nouvelles opérations débutèrent en juillet 1937. L'invasion à grande échelle du pays par le Japon progressa très vite vers le nord. Pékin et Tianjin tombèrent rapidement. Les Japonais s'emparèrent ainsi de la zone nord du fleuve Jaune. Le 8 août 1937, les Japonais ouvrirent un nouveau front pour un assaut contre Shanghai, une ville de 3,5 millions d'habitants. Comme ils l'avaient fait 5 ans plus tôt, les Chinois résistèrent avec acharnement. Grande ville moderne avec de larges avenues, Shanghai se trouve à l'embouchure du fleuve Yangtze, sur la côte est au centre de la Chine. Shanghai est le plus grand port de Chine. Il est d'une importance vitale pour l'économie du pays. Plus que toute autre ville de Chine, Shanghai est aussi l'endroit où l'Est rencontre l'Ouest. Pour aider à stabiliser une situation locale et protéger leurs propres intérêts, des pays disposaient de troupes dans Shanghai. Le Japon, la Grande-Bretagne, la France et les USA. Ces forces étaient cantonnées au district international et étaient limitées en nombre par traité, mais les Japonais avaient en fait un contingent beaucoup plus nombreux que celui autorisé. À la suite d'un incident près de leurs installations, les troupes japonaises passèrent à l'offensive en dépit de la grande superficie de la ville. Elles se retrouvèrent bloquées pendant plusieurs semaines et finalement furent repoussées par l'armée chinoise. Un bombardement naval japonais à courte distance fit d'importants dégâts mais ne brisa pas les défenses au sol. Après 2 mois, les Japonais firent venir des renforts, dont des troupes débarquées sur les rives du Yangtze qui attaquèrent la ville par l'ouest. Au sud, les Japonais débarquèrent 2 divisions supplémentaires qui foncèrent vers Shanghai et isolèrent la ville. Les Chinois avaient perdu à peu près la moitié de leurs forces autour de la cité et reculèrent vers Nankin, la capitale chinoise.
La puissance aérienne japonaise s'avéra décisive dans les dernières étapes des combats. Les Chinois manquaient d'artillerie anti-aérienne et de chasseurs efficaces. Les Japonais opéraient donc librement. Les bombardements dévastèrent la cité, et tous ceux qui le pouvaient fuirent vers le district international que les Japonais n'attaquaient pas. Ce district ne pouvait accueillir qu'une toute petite partie de la population de Shanghai qui souffrait terriblement des combats et dont la situation était devenue désespérée au moment de l'assaut final japonais. L'armée japonaise s'empara totalement de Shanghai en novembre 1937. Elizabeth Hurley, écolière japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Mon premier souvenir de guerre remonte à 1937, lorsque débuta la guerre sino-japonaise. Je me souviens vaguement qu'il y avait eu une marche de la victoire, avec des lanternes. Mais je ne sais plus si j'avais participé au défilé. Mais je me souviens que tout le monde était heureux. On m'a dit qu'après la guerre sino-japonaise, le pays avait totalement changé et que le gouvernement avait instauré une loi de mobilisation générale afin de maintenir le même système d'État et que les autorités avaient un contrôle sur tout. Nous avions perdu la liberté de parole et celle de tenir des réunions, de publier aussi bien pour les communistes que pour les libéraux. Même les libéraux étaient oppressés. Les Japonais avançaient désormais le long du Yangtze vers Nankin afin de sécuriser leurs possessions sur la côte chinoise. Au sud de Nankin, sur le fleuve Yangtze, se trouvaient des canonnières américaines et britanniques. Le 12 décembre 1937, des bombardiers japonais en piqué attaquèrent ces navires pourtant bien identifiés, endommageant sévèrement un navire britannique, coulant le USS Taney et tuant plusieurs marins. Les Japonais firent des excuses plus tard en plaidant une erreur et payèrent une indemnisation. En novembre et jusqu'à début décembre, les Chinois freinèrent l'avancée japonaise vers Nankin, mais ils ne purent contenir les unités mieux équipées et mieux commandées de l'armée impériale japonaise. Nankin tomba le 13 décembre 1937. Ce fut alors ce que l'on a appelé le massacre de Nankin. Les troupes japonaises se livrèrent sans retenue et pendant plusieurs jours à une orgie de meurtres, de viols et de destruction. Puis ils se dirigèrent ensuite vers l'est de la Chine.
La prise de Nankin offrait aux Japonais une position solide dans l'est de la Chine. La capitale étant tombée et son armée détruite, Chiang Kai-shek et ses généraux se devaient de prendre des mesures radicales. Les Chinois continuèrent de battre en retraite vers l'ouest. Le territoire perdu était en fait du temps gagné pour évacuer les industries locales et reconstruire l'armée éparpillée. D'importants transferts de matériel et d'outillages industriels eurent lieu en direction de l'ouest, sur plus de 2000 km, bien au-delà du réseau ferroviaire chinois et des routes modernisées. La politique de Chiang était celle de la terre brûlée pour empêcher l'ennemi de récupérer quoi que ce soit de valeur. Les Chinois détruisirent tout ce qui ne pouvait être déplacé, brûlèrent également de grandes portions de leur territoire, firent sauter des ponts et noyèrent les rizières, car rien ne devait rester que les envahisseurs puissent utiliser. La population civile était mobilisée pour évacuer le matériel nécessaire à la remise en état du potentiel productif et militaire. Chiang établit sa nouvelle base à Chongqing, bien au-delà de la portée des forces japonaises. Là, au pied de la ville, des milliers de Chinois travaillèrent pour rétablir une industrie militaire. À partir de 1938, les forces japonaises cherchèrent à avancer sur Hankou, la nouvelle capitale chinoise au nord, et remontèrent le fleuve depuis l'est. Ce mouvement se termina fin octobre, mais à cette date, Chiang avait déjà déplacé sa capitale vers Chongqing. Craignant une renaissance de la puissance chinoise depuis Chongqing, les Japonais décidèrent de passer d'une guerre de mouvement à une guerre de destruction aérienne. Chongqing et ses industries devaient être détruites par les airs. La Chine ne disposait que d'une petite force aérienne constituée d'avions de combat d'origine occidentale ou soviétique. Il n'est donc pas surprenant que ces avions n'aient pas été en mesure de résister à l'efficacité des bombardiers japonais. Ce fut encore plus flagrant après la mise en service de chasseurs japonais à long rayon d'action. L'aviation chinoise fut défaite, laissant le ciel libre aux bombardiers japonais pour leur travail de destruction. Malgré cette domination, les Japonais échouèrent à stopper le développement de la nouvelle industrie de guerre chinoise. Une compensation partielle aux failles de la défense aérienne chinoise fut apportée par le groupe de volontaires américains surnommé les Tigres volants. Dirigé par Claire L. Chennault, autrefois capitaine au sein de l'US Army Air Force, l'AVG qui obtint de nombreux succès face aux Japonais. Les Japonais étaient désormais plus gênés par l'immensité du territoire chinois, que leurs forces en quantité limitée cherchaient à conquérir, que par la résistance de l'armée chinoise. La guerre de position devint donc la stratégie nippone au nord et au centre de la Chine. La Chine avait eu maintenant le temps de reprendre son souffle et de préparer le redressement de ses forces. Le plan de Chiang de perdre du terrain pour gagner du temps avait été payant.
Désormais, la Chine allait pouvoir lever une armée bien plus puissante. Que le gouvernement de Chiang et son peuple tiennent bon, et bientôt, ils auraient une vraie armée à laquelle les nations alliées apporteraient de l'aide. Incapable de remporter une victoire terrestre décisive, l'armée japonaise consolidait désormais ses lignes de communication, ce qui permettait à des troupes plus réduites d'être maintenues sur place et déplacées plus facilement. Ceci impliquait aussi des opérations importantes pour briser les efforts chinois en coupant les lignes de communication avec l'extérieur. En 1939, les Japonais se préparèrent à la prise des 4 dernières villes toujours aux mains des Chinois. En 1938 et 1939, les revers subis par leurs ennemis potentiels en Europe renforcèrent leurs convictions. En mars 1938, les forces allemandes occupèrent l'Autriche, qui fut rapidement annexée à l'Allemagne. L'Allemagne reçut l'autorisation par les Britanniques et les Français de s'emparer des zones germanophones de Tchécoslovaquie, grâce aux accords de Munich de septembre 1938. Moins apprécié par le Japon, le pacte de non-agression signé entre l'Allemagne et la Russie en 1939 par von Ribbentrop et Molotov ouvrait la voie à la future invasion de la Pologne par l'Allemagne. Elle soulageait l'Union soviétique de la menace immédiate d'une attaque allemande et offrait l'opportunité de déplacer les troupes soviétiques vers l'Est, là où des frictions entre les Russes et les Japonais avaient eu lieu en 1938 et 1939. Désormais, certain que ni la France ni la Grande-Bretagne n'allaient lui déclarer la guerre, Adolf Hitler donna ses directives pour l'attaque de la Pologne. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne déclencha la Deuxième Guerre mondiale en envahissant la Pologne. Ces blindés brisèrent les défenses sur la frontière et pilonnèrent les aérodromes avec des appareils tactiques. Les Polonais se battirent avec courage, mais sans espoir de vaincre. À la grande surprise de l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne lui déclarèrent la guerre, mais ne purent rien faire pour aider la Pologne. Pendant l'année 1940, les Japonais continuaient de renforcer leur position dans l'est de la Chine. Ils pratiquaient une guerre d'usure, espérant pouvoir isoler le centre de la Chine du reste du monde. Une grande partie de son armée étant mobilisée en Chine et incapable de manœuvrer, le Japon tourna son attention vers l'Asie du Sud-Est, en particulier vers la Malaisie, que ses grandes ressources en étain rendaient si attractives. La péninsule malaise offrait également d'immenses réserves de caoutchouc, bien plus que le Japon n'en avait besoin, mais la Malaisie était sous contrôle britannique. Les responsables militaires pensaient « Développons-nous vers l'Asie du Sud-Est et, puisque nous ne pouvons pas négocier d'accords commerciaux, annexons ces territoires. » Bien sûr, l'ennemi que nous allons devoir chasser sont les Français en Indochine, les Britanniques en Malaisie et à Singapour, et les Hollandais dans les Indes néerlandaises. Il y avait des raisons évidentes à l'hostilité entre le Japon et la Grande-Bretagne. Mais, à contrario, l'argument japonais était qu'il n'y avait pas vraiment de problèmes territoriaux entre le Japon et les États-Unis, jusqu'à ce que le Japon attaque les Philippines. Les Américains étaient moins impliqués aux Philippines que les Anglais à Singapour. Le Royaume-Uni était donc une cible privilégiée pour l'offensive japonaise. L'idée qui prévalait en 1940-41 était que les États-Unis étaient isolationnistes et que si le Japon réussissait à négocier avec eux et à empêcher leur entrée en guerre,
La route serait libre pour attaquer les anciens territoires coloniaux. Les menaces se précisaient tant à l'ouest qu'à l'est. L'Amérique commençait à s'inquiéter. En janvier 1939, le président Roosevelt demanda au Congrès 552 millions de dollars pour entamer un programme de réarmement. En janvier et en mai de l'année suivante, le président réclama environ 3,4 milliards de dollars pour renforcer la défense nationale. Un programme de construction de navires fut lancé, complétant les programmes de renforcement de l'armée de terre et de l'aviation. D'un point de vue stratégique, l'armée et la marine japonaise étaient généralement considérées comme des cibles principales par les militaires américains. En d'autres termes, ils construisaient une flotte de combat, donc les États-Unis faisaient de même. Cependant, l'Amérique était toujours importatrice de nombreux produits japonais, en particulier de la soie. Sur le plan commercial, il y avait une forme de partenariat entre les deux pays, mais sur le plan militaire, en particulier du côté de la marine, les États-Unis étaient toujours considérés comme hostiles. À la fin des années 30, la marine impériale japonaise avait modernisé ses principaux navires et avait débuté la production de nombreux nouveaux vaisseaux. Robert Craigie. Mes parents avaient une résidence à la campagne, juste à côté de Yokohama, d'où nous partions pour des randonnées. Nous pouvions observer la base navale. C'était une zone hautement sensible et personne n'avait le droit d'avoir un appareil photo. Un jour, en me promenant, j'ai vu le plus gros navire de guerre que je n'ai jamais vu. Et j'ai dessiné sur une feuille de papier un schéma du navire sur lequel se trouvaient les tourelles et tout ce qu'un gamin de 16 ans était capable d'indiquer sur un dessin. Lorsque je suis revenu à la maison, j'en ai parlé à mon père, qui prit peur et me demanda « Quelqu'un t'a vu ?» Je lui répondis que je ne le pensais pas. Il montra mon dessin à l'attaché naval qui déclara qu'il s'agissait des premiers éléments qu'il obtenait sur le nouveau cuirassé japonais Yamato et l'envoya à l'amirauté. Le lendemain, le chef de la police locale appela mon père et lui dit « Oh, votre fils aime se promener par là, non ?» Il lui répondit « Oh oui, il adore ces paysages, ils sont si beaux. » Le policier lui répondit que la zone était dangereuse et qu'il pensait que, dans le futur, il devrait être accompagné d'un policier. Du coup, je ne fus plus autorisé à me promener seul et j'étais toujours accompagné par un gars habillé en policier. J'adorais l'entraîner dans des escalades et je tentais toujours de le semer ou de l'obliger à se tremper, bien que nos relations finalement aient été plutôt bonnes. Plus tard, lorsque les ressortissants britanniques, dont un évêque, furent arrêtés, un des interrogateurs s'est avéré être ce policier.
Il n'était pas un policier ordinaire, mais un membre du Kapputai, affecté à notre surveillance, afin de vérifier que je ne me lançais pas dans une nouvelle escapade dangereuse. Et il tenta de récupérer des informations auprès de moi. Une nouvelle bipolarisation du monde, la démocratie d'un côté et les dictatures de l'autre, eut lieu le 27 septembre 1940. Ce jour-là, à Berlin, le pacte de l'Axe fut signé, pour l'Italie par le vicomte Ciano, von Ribbentrop pour l'Allemagne, et par Saburo Kuruzu, l'ambassadeur du Japon à Berlin. Le pacte exigeait une assistance mutuelle dans le cas où un des signataires serait attaqué et confirmait la prédominance du Japon en Asie. Le régime collaborationniste de Vichy céda à la pression japonaise et en septembre 1940 autorisa le Japon à occuper le nord de l'Indochine, ce qui lui permettait de contrôler la voie ferrée entre le port de Haiphong et Kunming en Chine. L'arrivée des troupes japonaises en Indochine menaçait aussi la Thaïlande et à plus long terme la Malaisie. Pendant ce temps, à Tokyo, un nouveau gouvernement était formé. Les sentiments de mon père à propos du prince Konoe étaient mitigés. C'était quelqu'un de très intelligent, très érudit. Mais il était sous l'influence de l'armée. Même si lui-même ne souhaitait pas la guerre. C'était un être faible, et quand il y avait une décision très importante à prendre, il était malade et restait alité. Le ministre des Affaires étrangères était Yotsuke Matsuoka. Nous avons rencontré le ministre des Affaires étrangères. Le prince Konoe était de toute évidence incapable de le contrôler. Ce qui laissait à penser que pour renforcer les liens et les alliances avec l'Allemagne et l'Italie, il voulait effrayer l'Amérique pour la dissuader d'entrer en guerre. C'est ce qui a entraîné la signature du pacte tripartite qui mit le Japon dans la main de l'Allemagne. Ce qui n'effraya pas les Américains, mais eut pour résultat de les mettre en colère. L'armée japonaise venait d'envahir le sud de l'Indochine et s'en servit comme point de départ pour une attaque vers la Malaisie. Pour la première fois, l'Amérique intervint, en accord avec la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, pour tenter de geler les avoirs japonais. Les Pays-Bas étaient importants, car les Japonais importaient tout leur pétrole des Indes orientales hollandaises. Cette mesure stoppa tout échange entre ces deux pays. Et les Japonais furent de fait privés non seulement de matières premières stratégiques importantes pour l'armement, comme le pétrole et les métaux, mais également de nourriture.
Les Alliés commencèrent un blocus de l'économie japonaise grâce à leurs forces navales et stoppèrent les approvisionnements de pétrole vers le Japon. C'était le dernier acte et il signifiait aux Japonais qu'il ne leur restait aucune autre voie que celle de briser le blocus afin de conserver la liberté. Konoe avait prévu de rencontrer Roosevelt, pensant que des discussions à haut niveau entre lui et Roosevelt permettraient de résoudre cette crise. Malheureusement, la nouvelle fuita dans la presse et Konoe dut démissionner. Son ministre de la guerre, le général Tojo, lui succéda. C'était un militariste exacerbé, redoutablement dangereux. Il combinait les postes de Premier ministre et de ministre de la guerre. Il était donc très puissant. Diplomate expérimenté, à l'instigation de l'empereur, il fut envoyé à Washington pour participer aux négociations. Il proposa que l'armée japonaise se retire du sud de l'Indochine, mais conserve une petite garnison en Chine et dans le nord de l'Indochine. Pour permettre aux Britanniques et aux Américains de lever leur blocus. Britain and America were prepared to raise the sanctions. My father felt that this was a vitally important proposal. Je la trouvais si importante que j'ai aussi donné mon avis sur les propositions du compromis japonais. From his later report, I have felt it desirable to car je give my considérais views que on c'était the le point Japanese crucial de toute compromise l'affaire proposal et in dont le some sort de la detail, paix dépendait. because I considered it to be the crux of the whole matter, on which the issue C'est donc avec of beaucoup peace de and regret que war j'appris que le depended. gouvernement de Sa Majesté n'avait pas donné suite à la demande des États-Unis et que ses propositions allaient être rejetées. That His Majesty's government had in reply to the United States government's request for observations, given it as their opinion that Bien this sûr, Japanese proposal avant de répondre, should be rejected. Hall, le secrétaire d'État américain, demanda leur avis aux Chinois qui la rejetèrent. Cordell Hull, the American Secretary of State, Je pense que c'était pour forcer les Américains à entrer en guerre contre le Japon. a reaction to this proposal, very much contrary to my father's Hall fit une contre-proposition. advice, as I've stated. The British urged a rejection. Le Japon devait se retirer de toute la Chine dans l'année, So, of course, did the pas seulement Chinese, d'Indochine, mais de because I think toute la both Chine. countries wanted to involve America in the war and possibly a war against Japan. This Un pacte de non-agression tacite of Cordell Hull entre la Grande-Bretagne, les États-Unis, Japan should withdraw from the la whole Chine et les of China Pays-Bas avait été conclu. within 1 year. Not only Indochina, but the whole of China signed non-aggression pacts, a non-aggression pact with Britain, America, China, and Holland. And thirdly, agree not to invoke the clauses of her treaty with Germany and Italy in the event of an attack by a third power, i.e. America. Thus,
Le Japon reçut la proposition, mais mon père était certain qu'elle ne serait pas acceptée. My father was certain she could never accept. During the warnings, during the period when my father was warning, Pendant cette période, mon père fut averti des dangers de la guerre. Si les négociations n'aboutissaient pas, par un télégramme personnel adressé par Anthony Eden qui disait the foreign secretary, « Vous jouez un jeu de guerre des nerfs avec le Japon, you are car nous savons que le Japon n'est pas of a war en état de mener une guerre importante en ce moment. that Japan is in no state to fight a major war at the moment. In other words, shut up. » La nature unique du gouvernement japonais entre les mains des militaristes depuis 1941 offrait un accès direct de l'armée et de la marine à l'empereur Hirohito et permettait au gouvernement d'outrepasser le gouvernement civil. L'armée avançait que le Japon pouvait gagner, même si son matériel était faible, car le courage pouvait en faire des vainqueurs. La marine n'était pas spécialement contre, mais toutes les données montraient que nous aurions du mal à combattre sur la durée. Ils affirmèrent qu'une année suffirait à l'emporter. Finalement, au cours d'une réunion avec l'empereur, l'armée arriva à la conclusion que nous devions prendre l'initiative de frapper l'adversaire. Le port de Pearl Harbor fut choisi pour attaquer l'ennemi. Cette décision prise, les militaristes mirent au point une stratégie militaire et diplomatique. Les négociations devaient donc continuer à Washington, tandis que le chef de la marine impériale, Isokuro Yamamoto, finalisait les détails de l'attaque. My father's friendship with Yamamoto, L'amitié de mon père avec Yamamoto continua non officiellement après sa démission du ministère de la Marine. Bien sûr, il avait un long passé politique et détestait les militaristes de l'armée japonaise. The militarism of the Japanese army, and having been educated partly, Éduqué en partie à Princeton, realized the strength of America. il avait constaté la puissance de l'Amérique et ne voulait pas lancer le Japon dans la guerre. Obviously, Mais, once he was de toute appointed évidence, commander-in-chief, une fois nommé commandant en chef, il devait obéir aux ordres et devait se pencher sur les détails de l'attaque contre Pearl Harbor. Les éléments avancés de l'armée américaine et de la marine se trouvaient dans les îles d'Hawaï, dans l'importante base de Pearl Harbor, et dans d'autres bases militaires et navales avoisinantes. Elles pouvaient être espionnées par des agents introduits au sein de la communauté japonaise très importante sur ces îles. Toutes leurs informations étaient renvoyées au Japon. L'US Navy était consciente de l'importance du Pacifique depuis longtemps. Mais ce n'est que peu de temps auparavant qu'Hawaï était devenue la base principale de l'US Navy au détriment de San Diego sur la côte ouest des États-Unis. On savait que les porte-avions seraient décisifs dans les affrontements dans le Pacifique. Ce sont donc eux que la flotte japonaise allait viser. En décembre 1941, la flotte du Pacifique disposait de 3 porte-avions. Le Lexington, lancé en 1925, son sister ship, le Saratoga, également lancé en 1925, tous deux étant des cuirassés convertis pendant leur fabrication. Et le 3e, l'USS Enterprise, mis à l'eau en 1936. Il était plus petit, mais emportait pratiquement autant d'avions et était d'une conception plus moderne.
Les négociations diplomatiques, en réalité plutôt des gesticulations, se poursuivaient à Washington, mais les cerveaux de la marine japonaise travaillaient dur. La première phase du plan était de neutraliser la puissance navale américaine dans le Pacifique. La task force japonaise, comportant 6 porte-avions, reçut l'ordre d'appareiller avec pour cible Pearl Harbor.